C'est un des grands stades de construction de l'espèce humaine, celui où nous commençons à croire que notre vie devrait être différente de ce qu'elle est, que notre comportement ou le comportement des autres devrait être différent de ce qu'il est. En prenant comme base de référence notre réalité intérieure. Ainsi, nous avons une idée intérieure du chemin que devrait adopter la vie et nous la comparons à ce que nous croyons voir apparaître à l'extérieur de nos dits contours. Si un différentiel apparaît, nous condamnons cet écart par des mots et des comportements à la hauteur de l'écart vécu. C'est le jugement, c'est la critique. Juger, ce n'est pas forcément dire du mal, c'est déjà refuser la réalité extérieure telle qu'elle nous apparaît. Et refuser cette réalité, c'est confirmer la frontière qui nous en sépare. Lui donner corps, c'est fortifier son épaisseur. Cette frontière qui nous en sépare somatise ainsi en elle-même le différentiel de vérité, de réalité. Ce différentiel est-il basé sur une réalité réelle? Nos contours se limitent-ils aux contours de notre corps? Ce différentiel est-il le véritable moteur de nos jugements? Et que se passe-t-il pour notre nourrisson, siège de la vérité totale, avant nos 2 ans? Peut-on se passer de ces critiques, de ces jugements? Et ont-ils une autre raison d'être que celle que nous imaginons? Avant nos 2 ans, nos contours se résument à notre espace de conscience qui inonde toute la réalité sans limite. Le nourrisson découvre ce bout de moquette qui dépasse, ou cette chaussette qui traîne, comme si c'était lui. Rien ne l'en sépare. Rien ne l'en distingue. Ainsi, inspecter cette chaussette sous tous ses contours, c'est comme s'inspecter lui-même. Regarder dans les yeux maman et s'y perdre, c'est comme découvrir ses propres yeux, son propre regard personnel, celui de la vie.
Il ne boit ainsi pas son biberon, il se goûte lui-même. Il ne caresse pas sa couverture dans son lit, mais il découvre sa propre texture, sa propre peau, la conscience vivante. Tout a ce goût vivant, car son champ de conscience n'est point séparé de la vie et le lui rappelle sans cesse par toutes ces apparitions vivantes qui ne l'entourent pas, mais le composent. Papa, maman, le chien, le chat, les jouets, les fleurs, le biberon, le doudou, la lumière, le lait et bien d'autres. Qui n'a pas vu l'enfant battre des bras juste à l'idée d'être présent à l'instant? Cet instant irremplaçable, car vivant. L'enfant se sait en découvrant tout ce qui compose son champ de conscience, qui borne ses contours, et il est vivant de toutes ces découvertes. Sa curiosité de se découvrir est donc insatiable. Ainsi, vie, conscience et curiosité vivante ne font qu'une à ce stade du nourrisson. Ne se connaissant pas et ne pouvant s'extraire de lui-même pour se découvrir, l'innocence est son espace de conscience. Et tout ce qui se confond avec le champ et qui apparaît vient nourrir et compléter cette innocence comme un gant sur une main. Innocence et curiosité ne se distinguent pas, mais se mêlent et font l'âme du chant, l'âme de notre présence. Papa et maman n'apparaissent pas dans son champ de conscience, il ne peut les en distinguer, mais son champ de conscience vivant apparaît de ses formes en mouvement. Sa joie se confond donc avec son champ de conscience. Il est donc lui-même cette joie, sans pouvoir s'en distinguer. Rien ne le sépare de rien. Tout se fond dans tout. Le sourire de sa mère est donc sa joie.
mais ne le provoque en aucun cas. Sa joie se fond dans les formes qui lui apparaissent comme sa propre découverte. À ce stade, ses contours sont ceux de sa joie vivante qui se confond avec l'apparition de la réalité. Durant cette période, il peut pleurer, car le chant lui fait découvrir les larmes, non séparées du mal-être, de la dépression, de maman. La dépression de maman n'en est pas sa cause, mais une homogénéité de son champ unique de conscience qui englobe tout. Ce champ englobant fait apparaître simultanément ses larmes et la dépression de maman, car tout se ramène à sa seule présence simultanément. Il ne peut donc blâmer son environnement pour ce qu'il vit, puisqu'il ne peut le séparer de lui, son propre champ de conscience, sans autre concurrent. Pour blâmer son environnement de son mal-être, il devrait tout d'abord connaître son mal-être. Or, il ne le peut. Être, sa seule présence donc, se confond avec son champ de conscience et est sa seule connaissance. Et comme rien ne l'en sépare, comment parler de mal-être? Et comme rien ne l'en rapproche, comment parler de bien-être? Il est cette immobilité d'être heureuse sans concurrence. Il ne dissèque pas les choses qui sont sans cesse son espace de conscience. Il ne peut donc les comparer. Pour cela, il lui faudrait percevoir une réalité en dehors de son champ de conscience et comparer alors deux réalités. Or, tout y apparaît, tout en apparaît. À ce stade, il ne peut savoir ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais, puisqu'il ne se situe pas dans son champ de conscience, il l'est sans limite de temps et d'espace. Sa seule réalité est donc la vie, et comme il ne peut rien lui comparer, la vie lui suffit, sa vie lui suffit. Sa vie lui suffit, car aucune autre ne vient y entrer en concurrence. Ces espaces de conscience
peuvent nous apparaître surréalistes. Mais ils ne le sont que pour un esprit humain d'adulte qui peut, comme nous, comparer des réalités. Mais si vous reconnaissez sans comparaison possible ici votre propre nature, rien ne vous vient alors à l'esprit. Sans mots est ce qui reste. D'ailleurs, à ce stade, le nourrisson n'a pas de langage parlé ni pensé. Son seul langage est la vie. Et il ne la distingue pas de sa présence. Pour penser, avoir des idées, il lui faudrait s'extraire de son champ de conscience, le regarder en face, se croire détenteur de cette conscience et croire avoir conscience des oiseaux, de son petit train, de son doudou, de ses doigts. Ce qui est la croyance de notre espèce aujourd'hui, qui n'est pas consciente de sa réalité, mais dont la seule réalité est conscience. Ce qui implique de ne pouvoir, sauf pour un esprit fragmenté, décrire les liens entre conscience et réalité. Constatons juste qu'à ce stade, réalité et nourrisson ne se comparent point, et donc ne se blâment point, ni ne se jugent donc. Condamner, juger, blâmer n'est donc pas notre vérité d'origine, n'est donc pas notre nature d'origine. Pour autant, est-ce une anomalie dans notre chemin de vie ? Que se passe-t-il pour notre vérité à compter de nos 2 ans, où nos liquides tendus nous compriment dans un espace de conscience plus compacté que nous allons appeler ce corps ? C'est à ce stade de naissance de notre personnage que nous naissons d'une fragmentation intérieure, extérieure, de notre conscience qui englobe tout. Elle croit alors qu'elle n'englobe plus ce corps et qu'au-delà de ce corps, la réalité est partagée avec d'autres champs de conscience associés à d'autres corps. Nous allons nous construire, jusque l'âge de 7 ans, sur l'idée que nous existons en dehors d'autres champs de conscience, ceux des autres corps. Qu'il existe
une réalité en dehors de notre champ de conscience, alors que rien n'existe en dehors de la conscience, ou alors n'a aucune existence. C'est sur ces bases que nous allons être soudainement en mesure de comparer notre réalité intérieure à une réalité extérieure au-delà, des corps séparés d'autres corps, portant eux-mêmes des champs de conscience face à d'autres champs de conscience. Et si nous pouvons comparer, nous pouvons alors choisir une version de référence de la réalité qui nous paraît être la meilleure et devoir s'imposer à l'autre. Si c'est nous qui sommes la référence, l'intérieur devra s'imposer à l'extérieur, souvent par la lutte, le combat, les conflits et les tensions, illustrés par des luttes de pouvoir entre enfants pour des jouets à convoiter, des jeux à vivre avant l'autre, des témoignages d'attention attendue en priorité face à nos frères et nos sœurs. Si l'extérieur est par instant notre vérité de référence, souvent portée par nos parents et leurs lois, nous allons découvrir la faute, la honte et la culpabilité. Ce va-et-vient de la vérité de référence qui boucle comme ce champ de conscience vivant va nous faire alternativement nous blâmer ou blâmer les autres, nous autorisant à découvrir toutes les facettes informationnelles du champ de conscience, mais cette fois dans un mode personnel et séparé. Si mes liquides me sont propres, alors mon champ de conscience croit être limité à ces liquides, et ainsi tous mes autres camarades et frères et sœurs deviennent des champs concurrents aux miens, et mon champ de conscience, porté par ce corps, doit s'imposer aux autres. Car il est forcément plus vrai que celui des autres qui me sont inconnus. Si nous observons la mécanique de la concurrence entre vérités, elle ne commence pas par l'apparition d'autres formes humaines et vivantes, mais par le sentiment de ne plus englober toute la réalité, mais uniquement ce corps. C'est de cette concurrence entre vérités à comparer, une intérieure et d'autres extérieures, que la valeur comparée des vérités de chacun commence et que le jugement de certaines vérités face à d'autres va s'enclencher. Pour autant, si le jugement de certaines réalités apparaît, condamne-t-il vraiment ces réalités ? Ou n'est-il pas juste la simultanéité de la réalité
associé à la fragmentation du champ de conscience du nourrisson? Car dans une scène d'enfant ou d'adulte, condamnez-vous le comportement d'un autre ou le fait d'en être séparé alors que vous l'englobiez de tout votre champ de conscience dans votre vie d'avant vos 2 ans? Ainsi, vous seriez très surprise de découvrir peut-être que si vous fermez les yeux et laissez la frontière corporelle vous séparant du condamné disparaître, instantanément, la condamnation et le jugement disparaissent. Vous ne condamnez pas le comportement de vos petits camarades, de vos parents, de vos frères et sœurs, mais le vécu d'en être comme séparés à tout jamais. Vous condamnez que vos 2 réalités n'en soient plus une seule, une et unique vérité. Vous condamnez d'avoir perdu votre nature totale et vous en attribuez la faute ou la responsabilité à ce qui paraît s'éloigner de vous, votre réalité extérieure. Vous condamnez l'extérieur alors que c'est en croyant vous-même au message de vos liquides qui vous racontent que vous êtes ce corps, que vous en êtes séparé. Or, en vous concentrant sur la réalité extérieure, votre dimension de personnage est confirmée, ce qui vous incite à poursuivre votre regard ainsi et d'apparaître depuis cette condamnation. Mais également, la bande passante œuvre ainsi pour que vous ne puissiez jamais retrouver le chemin du retour à votre nature, ce champ de conscience total et vivant. Car cette évolution de l'être humain est à l'échelle d'une vie, la boucle vivante de la conscience du champ, qui se contorsionne sans se perdre vraiment, pour se voir comme dans un miroir. Et faire d'elle-même une présence éternelle. Notre éternité de conscience est à ce prix. Condamner la vie n'est donc pas une anomalie du champ de conscience global et donc de notre vie, mais juste une simultanéité de regard associée au sentiment d'être séparé de soi et de la vie. Réunissez 2 chiens et séparez-les par une grille. Ils se combattent, deviennent très agressifs et montrent les dents. Ouvrez-leur la grille et ils se reniflent jusqu'à battre de la queue. Nous ne condamnons pas vraiment la haine, la torture, le viol, l'abus,
la manipulation et les crimes en tout genre, mais le fait d'être séparé de tous ces comportements que nous englobions à l'origine comme notre propre nature. Car cet englobement de toute réalité, notre nature, n'a d'autre texture que l'amour. Ainsi, notre vie s'éclaire d'un jour nouveau, et en restant avec cette frontière qui nous sépare de toute réalité, en restant avec en conscience, comme un espace où tout se confond, tout besoin de condamner se dissipe avec cette répétition de regard global retrouvé. Celui du nourrisson.